Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président tchadien Idriss Déby a rendu l'âme des suites de ses blessures reçues au front, ce mardi 20 avril 2021. L'annonce a été faite par l'armée tchadienne à la télévision nationale. C'est son fils Mama Idriss Déby Itno, général 4 étoiles à 37 ans, responsable de la garde présidentielle, qui a été désigné comme son successeur. Le président Bandakani est revenu sur cette actualité pour indiquer que la France est au cœur de cette conspiration contre le maréchal Idriss Déby. Mais qui a réellement tué le président Idriss Déby? Que s'est-il passé? Pourquoi une telle conspiration contre le maréchal du Tchad? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Tchad, assassinat du président Idriss Déby, les services secrets français au cœur de la conspiration, c'est notre grande interrogation. Et d'ailleurs, depuis hier, les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux. Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, est décédé ce mardi des suites de blessures reçues alors qu'il commandait son armée dans des combats contre des rebelles dans le nord durant le week-end. Un conseil militaire dirigé par son fils remplace d'ailleurs le président décédé. La mort du président tchadien Idriss Déby Itno a surpris les habitants de N'Djamena, mais aussi l'Afrique tout entière. La nouvelle est tombée comme un couperet et le silence s'est emparé du continent noir, continent qui perd un énième président en exercice. 10 ans après la mort de Muammar Kadhafi, c'est au tour du président tchadien d'être assassiné. Nous n'avons pas encore fini de pleurer le président tanzanien John Magufuli que l'Afrique perd un de ses fils les plus dignes qui avait engagé d'ailleurs son armée sur tous les fronts sur le continent africain. Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad, Centrafrique, sans oublier contre Boko Haram. Eh bien, messieurs, le fils du président Idriss Déby Itno, eh bien, Mahamat Idriss Déby Itno, va diriger le conseil de transition qui remplace le président décédé. Le fils du président défunt âgé de 37 ans est un pur produit de l'armée. Il est devenu un général 4 étoiles à l'âge de 29 ans au sein de l'armée en 2013. Il a occupé des postes importants au sein de la Direction générale du service de sécurité des institutions de l'État, la DGSSIE, la garde présidentielle, base militaire du régime de Déby. Il se distingue auprès des Français lors de combats dans le nord du Mali que mènent d'ailleurs ses troupes face aux djihadistes. Ce qui fait dire à plusieurs Africains qu'il serait le bras armé de la France qui ne voulait plus de son père. La présidence de la République française a réagi par communiqué à la mort d'Idriss Déby. L'Élysée estime que la France perd un ami courageux. Ce sont les termes utilisés justement par la diplomatie française. Le Tchad est le principal allié de la France dans son combat contre les djihadistes. Au Sahel, plus de 1300 militaires tchadiens venaient d'être envoyés dans la zone des 3 frontières, zone qui touche le Mali, le Niger, le Burkina Faso, pour épauler les soldats français. Florence Parly, la ministre française de la Défense française, s'est également exprimée sur la disparition de Idriss Déby. Selon la ministre française, le Tchad est un partenaire essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Et la grande interrogation qui anime d'ailleurs le terrorisme sur le continent africain et précisément, il faut le dire comme ça, dans le Sahel. Les élections libres et démocratiques seront organisées au Tchad à l'issue d'une période de transition de 18 mois dirigée par un conseil militaire présidé par le fils du chef de l'État Déby Itno, tué au cours et surtout des combats contre des rebelles. Ont d'ailleurs promis, il faut le dire comme ça, les soldats du Conseil national de transition. Eh bien, messieurs, un conseil militaire a été mis en place, dirigé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a déclaré d'ailleurs le porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Aguna, dans un communiqué lu à l'antenne de la radio nationale, peu de temps après qu'il eut annoncé la mort du chef de l'État, à peine réélu dans des combats, il faut le dire, contre des rebelles dans le Nord. Le conseil s'est aussitôt réuni et a promulgué la charte de la transition, a-t-il ajouté. Idriss Déby, 68 ans, militaire de carrière qui s'est arrivé au pouvoir en 1990 à l'issue d'un coup d'État promu au rang de maréchal en août dernier, venait d'être réélu pour un mandat de 6 ans avec 79,32% des suffrages exprimés selon des résultats provisoires annoncés lundi soir par l'instance électorale nationale. Des ministres et des officiers de haut rang avaient indiqué lundi que le chef de l'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front opposant son armée
à une colonne de rebelles qui avait lancé une offensive à partir de bases arrière en Libye le jour même du scrutin, c'était le 11 avril dernier. Les rebelles, que l'armée avait assuré avoir défait dans les combats, avait affirmé dans un communiqué que M. Déby avait été blessé, mais l'information n'avait pas été confirmée de sources officielles. Finalement, hier, il faut le préciser comme ça, on nous a annoncé tout simplement qu'il est mort de ses blessures au front. Eh bien, nous allons, messieurs, avant de commencer cette édition, commencer d'ailleurs par écouter le Conseil national de transition ce matin, qui déclarait d'ailleurs Idriss Déby mort hier. Fidèle au serment fait à la nation et au peuple tchadien, le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Ce douloureux événement intervient le jour de la proclamation des résultats provisoires de la CENI qui plébiscite le maréchal du Tchad à la magistrature suprême au premier tour de l'élection présidentielle. En effet, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, comme il le fait chaque fois que les institutions républicaines sont gravement menacées, a pris la tête des opérations lors du combat héroïque mené contre les hordes terroristes venues de la Libye. Il a été blessé au cours des accrochages et a rendu l'âme une fois rapatrié à N'Djamena. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple tchadien, à sa famille biologique et politique, ainsi qu'à tous ceux qui, en Afrique et dans le monde, ont une admiration et un attachement pour ce grand homme d'État. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis. Si tous les êtres humains sont appelés à mourir, le décès du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a une profonde signification pour le Tchad et l'Afrique tout entière pour ses multiples engagements au service du panafricanisme et de la paix. Face à cette situation hautement préoccupante, le peuple tchadien doit montrer son attachement à la paix, à la stabilité et à la cohésion nationale qui sont des valeurs sacrées pour le maréchal du Tchad. À cet égard, un conseil militaire de transition est mis en place pour assurer la défense de notre cher pays dans cette situation de guerre contre le terrorisme et les forces du mal afin d'assurer la continuité de l'État. Aussi, les mesures suivantes sont-elles prises à partir de ce jour? Le Conseil militaire de transition garantit l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale, l'unité nationale, le respect des traités et accords internationaux et assure la transition pour une durée de 18 mois. Un deuil national de 14 jours est décrété sur toute l'étendue du territoire. Les drapeaux sont mis en berne et des obsèques nationales seront organisées. L'Assemblée nationale et le gouvernement sont dissous. Une charte de transition sera promulguée par le président du Conseil militaire de transition. Un couvre-feu allant de 18 h à 5 h du matin est instauré sur toute l'étendue du territoire national. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un gouvernement de transition sera mis en place. De nouvelles institutions républicaines seront mises en place à l'issue de la transition par l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes, suivant l'esprit du sacrifice pour lequel le maréchal du Tchad s'est battu durant toute sa vie jusqu'à son dernier souffle. Un appel au dialogue et à la paix est lancé à tous les Tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur pour continuer à construire ensemble le Tchad. Le Conseil militaire de transition rassure le peuple tchadien que toutes les dispositions sont prises pour garantir la paix, la sécurité et l'ordre républicain. Vive la République, vive le Tchad. Pour le Conseil militaire de transition, le président
Merci justement à nos frères tchadiens. Nous allons nous lever pour 1 minute de silence en la mémoire du président qui nous a quittés hier. Messieurs, 1 minute de silence. On peut se rasseoir, messieurs. Sur les images, messieurs, vous avez vu le conseil militaire de transition qui a justement pris le pouvoir hier et surtout a pris des mesures pas comme les autres. 18 mois, eh bien, ce conseil militaire de transition va faire 18 mois au pouvoir et organisera des élections, il faut le dire comme ça, présidentielles. On sait également que depuis le lundi 11 avril 2021, le président Idriss Déby Itno, il faut le préciser, était justement au front. Et sans oublier que c'était le jour du vote. Et depuis ce lundi avant-hier d'ailleurs, il a réussi d'ailleurs à passer et obtenir comme ça un nouveau mandat. Mais pour mieux comprendre la situation, messieurs, je vais vous faire écouter une autre vidéo. Il nous faisait comprendre une chose, c'est qu'il voulait mourir justement au front. Lui en tant que militaire, lui en tant que soldat. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait ? Parce que je suis brave, je l'ai fait parce que je suis courageux. Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu... Et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Je vais me tourner vers vous, président Madakani, pour prendre votre réaction. Monsieur Ngos, dans des situations aussi exceptionnelles et dans le contexte qui prévoit en Afrique, dans le monde en général, dans la sous-région Afrique centrale en particulier, oui. Il faut éviter de reprendre à son compte le narratif des criminels, le narratif des nazis globaux, qui sont en même temps les tueurs, les policiers, les enquêteurs, les instructeurs, les magistrats, et à la fin, ceux qui conduisent en prison. Pour dire quoi? Que la vérité est prise en otage par ces gens. Et leurs médias criminels sont là pour répandre le mensonge et protéger les criminels. Donc il faut éviter de reprendre à notre compte, n'est-ce pas, tout ce qu'ils sont en train de raconter. La première question qu'on pose, quand on veut faire une vraie enquête policière, c'est à qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est la première question que tout policier digne de son nom, quand il veut chercher la vérité, il pose d'abord après le crime. À qui profite le crime? Et la deuxième question, c'est dans quel environnement le crime a été perpétré. C'est ça. Donc, dans cette logique, donc, nous ne pouvons pas accepter ce que nous racontent les médias français, les médias occidentaux, depuis que le président Maréchal a été tué. Souvenez-vous de ce qu'on dit, parce qu'il faut parler pédagogiquement, de ce qu'ont dit ces médias-là concernant Gbagbo, son épouse et le ministre Charles Blé Goudé. Vous vous souvenez ce que disait RFI, France 24, TV5, pour ne citer que ces médias-là, sur ces présidents-là, sur son épouse, criminel, sorcier. Madame Gbagbo était présentée comme à la tête des escadrons de la mort. RFI, quelle est la tête des escadrons de la mort qui tuait à l'époque en Côte d'Ivoire? Ne parlons pas du ministre Charles Blé Goudé. On l'a diabolisé. Son seul crime était d'être très jeune à l'époque. On l'a diabolisé. Regardez le comportement de RFI, France 24, TV5 actuellement envers le président Gbagbo, envers son épouse. Il le court après. Toute honte au but, oubliant qu'ils ont couvert, qu'ils ont diabolisé, qu'ils ont tué, assassiné médiatiquement ces gens. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui. Et moi, je salue jusqu'à présent le fait que le président Gbagbo ait refusé d'accorder une interview à ces médias. Il leur a demandé, vous réhabilitez d'abord
on met ma mémoire et celle de Bonde-Pose. Alors, Simon Gbagbo et Blé Goudé parlent à ces médias, libre à eux de le faire, je ne les juge pas. Mais aujourd'hui, moi je salue le comportement du président Gbagbo qui refuse à présent d'accorder la moindre interview à RFI, à France 24 et à tous ces médias-là. Donc, pour dire que, vraiment, il ne faut pas accorder le moindre crédit à ce que ces gens racontent. Nous n'accorderons jamais d'ailleurs du crédit à tout ce qu'ils racontent. Donc, de mon point de vue, deuxième élément important, il faut refuser, dans la logique de ce que je viens de dire, de réduire l'événement qui s'est passé au Tchad à un événement tchadien. C'est ça qu'on veut nous faire croire. Quand vous écoutez encore ces médias mainstream, ces médias criminels, un minable comme Antoine Glaser, accompagné de l'autre petit qu'on appelle Alain Foucault, qui prend de grands airs alors qu'il n'est qu'un petit mercenaire, et que l'histoire le jugera, qui vous font croire que non, c'est une affaire, ce sont les querelles de nègres, des querelles entre Tchadiens qui s'affrontent pour le pouvoir, ce sont les Agawas qui sont en guerre contre les Gouranais, et que le Tchad a toujours été comme ça, le théâtre des luttes tribales propres aux nègres. Et comme conséquence directe, la France n'est là que pour arbitrer. En fait, c'est un fardeau pour la France. La France souffre trop du fait que des nègres comme les Tchadiens sont à peine de l'animalité et oblige la France à être toujours là pour civiliser, aider le Tchad et apaiser, espérant un jour qu'enfin ces nègres tchadiens sortiront de leur barbarie. Voilà les textes que sont en train de véhiculer. C'est faux. D'abord, il faut évacuer ça. Parce que d'abord, le Tchad, c'est une création de qui? Qui a créé le Tchad? C'est pas la France? Et dès qu'elle a créé le Tchad, qu'est-ce qu'elle a fait du Tchad? Vous vous souvenez, Fort-Lamy, non? Oui. Fort-Lamy a toujours été quoi? Un pied à terre, je ne dis même pas une base, c'est-à-dire, vous faites ce qu'on appelle un pied à terre, non? Quand vous voyagez, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils construisent une maison à divers lieux où ils séjournent pour leurs affaires. Donc quand tu voyages, ils te disent, écoute, je vais m'arrêter, j'ai un pied à terre à Paris ou à Yaoundé, je vais m'arrêter là-bas pour dormir. Donc quand il n'est pas là, personne n'entre dans la maison là. Personne. Sauf ceux qui l'autorisent pour aller nettoyer, essuyer. On appelle ça son pied à terre. Et dans un pied à terre, on fait venir les petites. On fait venir tout ce qu'on ne fait pas officiellement dans le pied à terre. Parce que c'est un endroit vraiment qu'on est fatigué de ces combats. C'est un endroit où on vient se reposer pour repartir. Oui. Tel est le destin que la France, dès la création du Tchad moderne, parlons comme ça, a infligé à ce pays. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, la France s'est toujours mêlée. Et mêlée, ce mot est petit. La France a toujours voulu choisir qui doit être président au Tchad. Et quand le président l'a installé, s'il bouge, on coupe sa tête. S'il ne bouge pas, on le maintient sous pression pour qu'il ne puisse jamais se mouvoir dans un sens différent de ce que souhaite la France. Vous voyez, ça a toujours été comme ça. Et ça s'est donc aggravé ces derniers temps-ci parce que le président maréchal n'acceptait plus du tout les occasions de la France. Je vais donner trois éléments, 3 ou 4 éléments rapidement pour laisser d'autres parler. Premièrement, M. Ngos, vous savez que en décembre dernier, au 31 décembre précisément, des soldats occidentaux, pour ne pas dire français, se sont retrouvés au palais présidentiel de Déby. Et bien, les gens ne le savent pas. Hein. Et c'est la garde républicaine qui les a fait rentrer. On les a dit de rentrer, ils refusaient de rentrer. Hein. Ils refusaient. C'est la garde républicaine qui a tiré la puissance de feu qui les a fait repartir. Et on a dit après que non, ils étaient égarés. C'est-à-dire, ils ont eu des troubles mentaux, stressés par le soleil qui chauffe trop là-bas. Ils se sont égarés. Après, tout à l'heure, vous avez cité les événements. Oui. Après, Déby a été convoqué à Paris. Le 31 décembre, 3 mousquetaires sont arrivés d'ailleurs à Amdiaras dans son village. Comme un va du pied. Et oui. Après, justement, cet événement, les 3 mousquetaires que vous venez de citer sont venus le voir dans son village. Après, on l'a convoqué à Paris comme un va du pied. Et le président est rentré de ce voyage très en colère. Il faut le dire. Très en colère. Qu'est-ce qu'on lui demandait? De mettre son armée au service de l'agenda urgent de M. Macron. Depuis dimanche, parce que je parle de ça, que M. Macron a un agenda secret qu'il doit réaliser au plus tard au mois de septembre cette année. Je dis au plus tard cette année. C'est une affaire de vie ou de mort pour lui. Parce que M. Macron a été placé au pouvoir par les nazis globaux, que vous appelez Illuminati. Bon, Charles Attali l'a dit fatigué. C'est pas moi, Charles Attali l'a dit fatigué. Et Charles Attali, vous savez que c'est le vrai président de la France. Depuis Mitterrand. Oui. C'est le vrai patron, celui qui décide qui va être président en France. Il a dit que Macron, c'est le garçon de course.
Il a même failli dire chien de course. Donc, il a un agenda qu'on lui a donné qu'il doit réaliser en Afrique en général et dans le Golfe de Guinée. Or, le mandat de M. Macron est en train de finir. Il n'a pas réalisé ça. L'écho est mort-né. Et l'Afrique centrale tient tête à la France. Jusqu'à oser refuser en Mondovision de reconduire les accords de France-CFA. Mettant à péril le plan vital à ces gens qui est la reconquête éternelle, cette fois-ci définitive, du Golfe de Guinée. Mais il n'y a plus que ça. Macron a un problème. Il gère un risque pénal terrible en France. Des militaires, des citoyens français, des avocats de haut niveau, des médecins ont créé des collectifs pour déposer des plaintes, non seulement en France, mais dans les juridictions étrangères, l'accusant de crimes contre l'humanité. Il a lui, son premier ministre qui est passé, et certains ministres, ils sont poursuivis. Et quand je parle des militaires, il sait de quoi je parle. Pour l'instant, je ne dis pas certaines choses. J'ai des documents où vous avez des militaires français qui établissent clairement que Macron a trahi la France. Et qu'il faut sauver l'honneur de la France. Donc à cause de la gestion du coronavirus, où il a liquidé les vieillards avec la loi sur le Rivotril et plein d'autres crimes. Donc ce monsieur, j'ai un risque pénal grave. D'autant plus que dans leur monde-là, illuminatiste, quand on te confie une tâche, tu ne le fais pas, on te liquide sans état d'âme. Donc le gars a un agenda terrible à régler ces temps-ci pour sa réélection, qui est déjà engagée, puisque vous voyez là les sondages en France aujourd'hui, Marine Le Pen, oui. En avance. Très bien. Donc on prépare le scénario. Marine Le Pen, Macron. Comme la première fois. Comme la première fois. Donc, cet enjeu-là est capital. Alors, on a dit à M. Déby de mettre son année au service de ce projet. Un, de rompre les alliances militaires qui aujourd'hui le lient au Cameroun et au Niger, au Nigeria. C'est ça. Le maréchal a dit niet. Il a dit niet. Ça s'est encore aggravé, d'autant plus que la France est en train de perdre, est en train d'être chassée honteusement en Centrafrique. Ce qui se passe en Centrafrique est inacceptable pour la France. Les gens le savent pas. Inacceptable pour la France, cette manière d'être chassée en Centrafrique. Donc vous imaginez que c'est la panique totale. Et il faut que par tous les moyens, il y ait une base arrière en Afrique centrale solide. Oui, vous avez dit qu'ils ont le Gabon. Mais le Gabon, je respecte ce pays, hein, ne pèse pas en Afrique centrale. Ne pèse pas. Ils ont beau avoir une base militaire là-bas. Il leur faut un gars comme le maréchal Debré et son armée. Rôle qu'on lui a fait lui avant, dans la première crise centrafricaine, oui, et qui s'était mal terminé. Et le général a tiré les conclusions. Alors, trois autres arguments. Dites-moi, quand vous regardez le Tchad est entouré au plan frontalier, au nord, par la Libye, n'est-ce pas? Au sud-ouest, sud-est, si on veut être précis, par le Soudan. Ça veut dire que ça va aussi un peu au nord-ouest, par le Soudan, et plus bas, par la République centrafricaine. Nord-ouest, c'est le Niger. Et un peu au sud-ouest, c'est le Cameroun. Regardez la position que le Tchad occupe en termes de frontières. Vous m'expliquer comment des rebelles peuvent partir du Tibesti, entre guillemets, traverser. À quelques mètres, il y a le principal dispositif de l'opération Barkhane, à Faya-Lajo. Ils traversent ça pour arriver à Mao, c'est-à-dire quelques mètres de N'Djamena. Je vous donne les faits. Oui. Alors qu'il y a des accords militaires clairs qui lient la France au Tchad en la matière. Et pendant qu'ils avancent, RFI fait la publicité matin, midi, soir. Au point même de dire que d'attaquer ceux qui appellent terroristes. Dit que non, ce ne sont pas les terroristes. Vous avez suivi Antoine Glazer, il est passé au moins 4 fois. On parle des facts. Pour dire que non, ce ne sont pas les terroristes, que ce sont des rebelles. Comme Déby est arrivé au pouvoir par une rébellion, et sans dire que c'est la France qui le portait, il est face à ça, il est par une rébellion, comme les Tchadiens sont fatigués de la malgouvernance, ils sont mal gérés, et puis c'est un pouvoir très autoritaire qui défie les normes de la modernité politique. On a passé le temps à vanter les rebelles. C'est-à-dire, vous m'expliquez comment c'est possible comme ça, mon cher gosse. Donc à la fin, on voit bien que l'opération terroriste, entre guillemets, n'était qu'une couverture. La vraie opération est celle qui a eu lieu. C'est-à-dire que justifier, maquiller l'assassinat du président. Donc, pour nous, c'est clair. Il n'y a même pas réfléchi. Votre question a été posée. Le rôle des services secrets, je vous le dis. Quand vous regardez ces rebelles-là, c'est qu'on appelle rebelles, regardez-les. Ce sont des rebelles, ça. Montrez les images. On a l'impression que des enfants qu'on a sortis des prisons de Libye, là, on les a surdrogués, on les a habillés rapidement pour
pour les barils, mais regardez-les. Ce ne sont pas des, quand vous les voyez, ce ne sont pas des rebelles. Et que ça a été fait à la va-vite. Quand c'est comme ça, on infiltre à l'intérieur des agents spéciaux professionnels qui font, eux, le vrai travail de couverture. Donc, quand on voit tout ça, et qu'on fasse une filiation avec tous les assassinats que la France a fait en Afrique, ça va faire le 27e président, Déby. Mais d'autres, on a eu au moins 26 présidents. Et parmi les 26, vous avez au moins une dizaine, une quinzaine, tués directement, tués directement par la France, les mains directes. D'autres, ils ont monté des gens avec les traces les plus visibles. Donc nous sommes clairs pour dire que, dans un premier temps, c'est la France qui a tué le président Déby. Ce sont les Français qui ont assassiné le président Déby. Alors ce que je dis n'a aucune valeur juridique. Ah, c'est clair. N'a aucune valeur juridique. Je ne suis pas policier, je ne suis pas un enquêteur. Mais c'est une analyse géopolitique que je suis en train de faire. Je fais une analyse politique et je conclus que c'est la France, n'est-ce pas, qui a assassiné le président Déby. Et pendant ce temps, Dr Yamin Timba, depuis hier, il faut préciser par ailleurs que les médias mainstream s'en donnent d'ailleurs à cœur joie, parlant justement de Maréchal Déby qui est tombé hier. Il faut préciser par ailleurs que la diplomatie française a déclaré qu'ils ont perdu un ami courageux. Est-ce de l'hypocrisie quand c'est eux-mêmes qui l'ont assassiné, comme le déclare d'ailleurs le président Banakani ce matin? Vous l'avez dit, c'est de la diplomatie. Donc, lorsqu'on canonnait lorsqu'on canonnait les côtes africaines pour venir faire de nombreux pays africains des colonies, mais qu'est-ce qu'on disait? On vous apportait de la civilisation. Donc, oui. Il y a toujours des mots gentils, des jolis mots pour dire ce genre de choses. Mais il n'a échappé à personne. Je suis content du déroulé que Bandakani a fait parce qu'en réalité, c'était les bases à partir desquelles mon topo était structuré. Et je crois que nous ne devons pas être naïfs. Je vous ai déjà dit sur ce plateau plusieurs fois que en attendant que des enquêtes officielles, même si nous savons que ce seront les mêmes personnes qui vont mener ces enquêtes, mais quand même, en attendant que des enquêtes officielles se croisent avec des enquêtes de journalistes indépendants, d'activistes, et nous, croyez-moi, nous saurons la vérité. Il y a une chose qui est sûre, nous saurons la vérité sur la mort du président Déby. Qu'on le veuille ou pas, la vérité finira par se savoir. Et lorsque nous saurons, j'espère que les responsables et les coupables, parce qu'il y a les responsables, et je crois que l'analyse géopolitique qui a été faite tout à l'heure indique clairement quels sont les responsables. Les coupables, c'est la main qui matériellement a tué. Mais nous saurons quels sont à ce moment-là les coupables, et nous établirons d'ailleurs le niveau de responsabilité de chacun. Parce qu'il y a des responsables directs, il y en a qui sont indirects, mais tout cela, nous le saurons à terme. Il y a le fait que... Qu'est-ce que vous attendez des médias occidentaux et français particulièrement? Mais les médias français, c'est nous qui avons tendance à penser que les médias, ce ne sont que des espaces d'information. Mais depuis CNN, je crois que c'est un mythe qui est tombé depuis la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 1991. Cet élément de déontologie, et je parle sous le contrôle de deux journalistes qui sont des responsables de presse, je crois que c'est tombé. Il y en a quelques-uns qui se battent encore pour rester dans ce cadre déontologique, mais nous savons que la plupart du temps, ce qu'on a appelé justement les médias mainstream n'obéissent plus à cette disposition-là. Et qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des médias aux ordres qui disent des choses telles que les officines publiques ou des officines ad hoc qui sont créées en dehors des institutions, telles que ces officines-là orientent ou veulent orienter l'opinion publique et donc finalement l'information. Nous sommes convaincus aujourd'hui que quand le président Déby disait le désordre qui veut s'installer, parce qu'il ne suffit pas que des hommes de son acabit, de son niveau, disent 1 million de choses. Dans une seule phrase, il a la capacité de résumer beaucoup. Quand il a dit le désordre qui va s'installer, je ne veux pas le vivre.
Un homme de cet âge, quand il dit une chose pareille, ça veut dire que quand vous creusez bien, il sait de quoi il parle. Il y a les tenants, il y a les aboutissants, il y a des plans, il y a des objectifs, il y a des missions, il y a des attentes, il y a des acteurs. Il connaît tout ce monde-là. Un jour, il y aura certainement les documents secrets de Déby. Parce qu'un homme comme celui-là, après tout ce qu'il a vécu quand justement il faisait la conquête du Tchad et sous la présidence de son prédécesseur Hissène Habré, nous avons bien vu que c'est quelqu'un qui archivait beaucoup de choses depuis qu'il était tout jeune. Donc il est fort possible qu'un jour, et peut-être même beaucoup plus vite qu'on ne le croira, qu'un jour nous ayons les documents secrets de Déby. Et ces documents secrets de Déby, je l'espère, ceux qui les ont, les mettront très rapidement à la disposition des Africains pour que nous puissions rapidement agir, anticiper, réagir, répondre efficacement aux risques auxquels nous sommes exposés. Et nous savons que le désordre dont il parle a commencé à avoir lieu. En tout cas, pour nous, Camerounais, ça ne nous a pas étonné d'entendre ça. Nous avons ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest organisé par l'ONU depuis les années 40 et 50 et finalisé dans les années 60, fin des années 50, début des années 60. Nous avons ce qui se passe dans le Grand Nord, ce qu'on a appelé aujourd'hui les Boko Haram et tout ça. Nous avons vu les mercenaires, la nationalité et la race d'un certain nombre de mercenaires qui se sont retrouvés. Nous avons vu ce qui s'est passé à l'est du Tchad avec le Soudan partitionné. Nous sommes en train de voir ce qui se passe dans le sud avec la Centrafrique. Et nous voyons ce qui s'est passé dans le nord avec la Libye. Nous avons également beaucoup d'événements à l'ouest, au Niger, qui nous interpellent suffisamment depuis ne serait-ce qu'au moins 99 IBM. Tout à fait. Ibrahim Bari Maïnassar. Nous savons également ce qui se passe au Cameroun, où les gens, clairement, ont même essayé d'attenter à la vie de notre propre président. Nous nous avons posé la question de savoir pourquoi un camp militaire a explosé en Guinée équatoriale. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Toutes ces choses-là sont bien coordonnées. Et nous ne sommes pas naïfs, nous savons ce qui se passe. Dans le désordre dont il parle, nous sommes tous au courant, au fond. Au fond, nous sommes au courant, mais lui, il a les éléments présidentiels que les journalistes, les chercheurs, le peuple n'ont pas forcément. Et donc, la situation actuelle est de nature à donner l'impression à ceux qui jubilent en disant que les Tchadiens sont des grands gamins qui ne sont pas capables d'organiser leur pays et qui s'entretuent entre eux. Le président a tué la mère de son frère ou de son fils et puis des choses comme ça. Vous réduisez une affaire d'État, une affaire géostratégique à une affaire de famille qui est même décousue complètement pour nous laisser croire, pour nous laisser avaler le fait que vous pillez nos pays et que vous êtes disposé et que votre projet c'est de le piller de façon d'en prendre un peu plus possession. Mais il faut quand même que nous soyons de toutes les façons nous avons compris quelle est la stratégie et je crois que les gens vont réagir en conséquence. Aujourd'hui, je pense que quoi qu'il en soit, l'Afrique vient de perdre un soldat et un soldat sérieux. Au moins on lui déniera pas d'être un soldat. Pas du tout. Bon, voilà. Donc l'Afrique vient de perdre un soldat. La France a dit qu'il est un ami courageux. Oui, évidemment. C'est un ami courageux. Je ne sais pas en quoi il est son ami quand ils sont incapables de laisser le Tchad tranquillement avoir sa monnaie. Mais quand vous avez un ami, vous ne venez pas voler son argent. Vous le protégez au moins, mais faites comment? Oui, mais il ne vous demande même pas ça. Il vous demande simplement de ne pas prendre son argent. C'est tout. De le laisser tranquille et il va savoir comment utiliser son argent. Mais vous prenez quand même 50% officiellement, mais autour de 25% de ce que lui gagne. Et vous venez dire qu'il est votre ami. Il est votre ami en quoi? Votre ami, c'est quelqu'un que vous... La France et l'Allemagne, oui, c'est leur ami. Ils sont entre eux dans leur deal. Donc, ce qui se passe, c'est que nous venons de perdre un soldat. Oui. Nous venons de perdre un vrai soldat, un militaire de carrière. Nous venons également de perdre quelqu'un, qu'importe ce qu'on pourra lui reprocher, mais nous venons de perdre là quelqu'un qui au moins savait poser sur la table les vrais problèmes de l'Afrique. Tout au moins au cours des dernières années. Parce que
poser le problème du franc CFA, je crois qu'il est le seul chef d'État en exercice qui en ait parlé, peut-être ouvertement. Et après, il y a Talon qui a suivi, mais je crois qu'il était le seul. Qui a demandé, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Et nous savons très bien, je vois un certain nombre de types qui se disent être de très grands économistes au Cameroun et qui pensent que les problèmes de nos pays viennent de la dictature et que quand il n'y aura plus de dictature, les choses vont changer. Oui. Mais messieurs, bon, commençons par définir ce qu'on appelle dictature et on se demandera s'il y a de la dictature. Dans un pays où vous insultez jusqu'à la mère du président ou jusqu'à la femme du président, c'est ça la dictature. Essayez, j'imagine que sous Hitler, imagine que sous Hitler, c'est ce qu'on faisait. Et j'imagine qu'aux États-Unis, vous pouvez le faire aussi, et même en France, vous pouvez le faire, parce que c'est là-bas que les gens ont été formés. Les problèmes de fond de nos pays, les gens ne les adressent pas. Les problèmes de fond de nos pays, c'est que on a une difficulté avec le franc CFA qui bloque notre développement. Et vous ne pouvez pas avoir un pays comme le Tchad, vous ponctionnez 85% de ses revenus et vous attendez quand même qu'il se développe. Et vous venez insulter les gens, l'intelligence des gens en disant qu'il y a des règlements de comptes familiaux. Donc, il faut qu'on soit un peu sérieux. Ce qui se passe aujourd'hui, et le désordre dont parlait Idriss Déby, nous le voyons, c'est le désordre de la déstabilisation totale de l'Afrique centrale. Et comme les Déby et les Biya et les Obiangema et le président angolais et Tshisekedi donnent aval pour que la CEAC se forme et qu'on puisse chasser les envahisseurs, ceux qui pillent nos pays. Alors les gens sont là à vouloir absolument déstabiliser cette région et ils commencent à tirer sur les piliers. En fait, c'est ça le point. Ils commencent à tirer sur les piliers. En vous attaquant, en vous assurant que le président tchadien est décédé, vous fragilisez celui qui l'a même mis à l'Union africaine, même si l'Union africaine, ce n'est pas un modèle. Mais vous mettez en danger toute l'Union africaine parce que celui-là bénéficiait de son soutien et qui lui permet, même si c'était des dossiers mineurs, au moins de faire 2 ou 3 petites choses et au moins de contribuer en venant dire aux Africains, calmons, nous faisons ci, faisons ça. Peut-être qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais au moins, c'était un soutien de poids. Et c'était une force qui régulait quand même, qui permettait de stabiliser ou de contribuer à la stabilité de l'Union africaine, à la force de l'Union africaine. Et de l'autre côté, vous regardez bien la CEMAC, vous voyez que la CEMAC, c'est quand même 3 piliers politiques, 3 piliers politiques, mais vous avez à côté de 3 piliers financiers. Les piliers politiques, c'était Biya, Déby, Sassou Nguesso. Et vous avez maintenant les piliers financiers, c'est Biya, Obiangema, et d'une certaine façon, Idriss Déby. Oui. Donc, quand vous avez ces gens-là, vous vous rendez bien compte que dans cette zone, on vient de s'attaquer à Idriss Déby au Tchad. Donc, le fait qu'on s'attaque au Tchad, alors qu'on désorganise nécessairement l'armée tchadienne parce que les Tchadiens vont faire un repli sur leur propre pays, protéger d'abord le pays. De toutes les manières, ils ont une rébellion à combattre. Vous leur créez une rébellion, ils libèrent toute la force qui permettait de mettre Boko Haram à échec. Et vous vous assurez par là que vous créez un autre front au Cameroun. Vous fragilisez davantage ce pays, vous mettez à mal ses finances, vous mettez à mal ses hommes, vous créez une situation de tension dans le pays. Et si le Cameroun explose ou implose, vous avez l'Afrique centrale à vos pieds. Voilà la stratégie des gens et vous cassez la dynamique de la construction de l'Afrique centrale. Voilà les problèmes que nous avons. Et voilà le désordre dont parlait Idriss Déby, qui lui avait quand même une vision de chef d'État et des éléments dont peut disposer un chef d'État pour bien comprendre une telle situation. Et nous sommes là, et je vois un certain nombre de journaux, un certain nombre de gens dans notre propre pays, le Cameroun, on est censé quand même être plus avertis. Je vois quand même des gens qui rentrent dans des poubelles d'une querelle familiale et ils justifient qu'un chef d'État, des enjeux géopolitiques que nous évaluons là... Vous n'êtes pas sûr justement que si ce n'est pas de l'ignorance, c'est de la complicité? Qu'importe ce qui s'est passé au Tchad. C'est-à-dire que, je vous ai dit, moi ce que je pense c'est que de toutes les manières, il y a une enquête et on saura tôt ou tard qui a tué Déby et de quoi il est mort. Mais la réaction, l'attitude première tout de suite, c'est de se dire, mais le Tchad, si le Tchad tombe, nous tombons. Alors nous avons intérêt à ce que le Tchad ne tombe pas. Et je suis très content de voir la réaction des autorités camerounaises qui ont déployé rapidement, ils ont pris des dispositions militaires. Pour fermer les frontières. Des dispositions humanitaires également, parce que de toute façon, fermer les frontières ne voulait pas dire empêcher le flot de gens qui traversaient de venir au Cameroun. C'est dur pour nous, c'est dur pour notre économie, mais on dit en Afrique, il y en a pour un, il y en a pour deux. On va se débrouiller, on va soutenir le Tchad. Et je crois, pour chuter, que au fond, ce qui est en train de se passer là, contrairement à ce que les gens peuvent croire,
les Africains d'Afrique centrale viennent d'être interpellés vivement et ils vont se lever. Et je crois que les gens vont se lever parce qu'ils comprennent très bien que ça devient une question de vie ou de mort. Donc soit nous laisserons notre région sombrer et nous allons redevenir les esclaves du XVIIe siècle qui vont aller couper du coton, soit nous allons nous lever et dire non. Dire non pour que cette dernière zone, qui est la zone de stabilisation de l'Afrique, ne tombe pas et qui, si cette zone-ci reste libre, c'est l'humanité tout entière qui sera libre. Et pendant ce temps, dès Christelle Fanga, sans le maréchal du Tchad, Boko Haram pourrait ressurgir et créer justement de nombreux dégâts au Cameroun et au Nigeria. Précisons par ailleurs que le Nigeria est toujours dans la bouche des présidents français. Il ne faut pas également l'oublier, c'était le cas en tout cas de Sarkozy, c'est le cas également d'Emmanuel Macron. Le Cameroun et le Nigeria sont visés, deux pays frères. Que faut-il faire aujourd'hui? Ben écoutez, j'apprécie la démarche de cette émission parce que de manière générale, nous sommes en train d'atteindre le but. Le but de rechercher, c'est d'éclairer le petit Afrique. C'est d'éclairer tous les Africains, de leur dire, est-ce que vous avez identifié notre ennemi? Notre ennemi est déjà identifié, nous savons de qui il s'agit. Il y a eu 26, voici le 27e. Qu'est-ce que nous faisons, nous jeunes Africains? Est-ce qu'on continue à rester dans les querelles familiales? Les Agawa ont fait ceci, la belle-mère a fait cela, la grand-mère a fait... Est-ce qu'on va rester sur ce débat-là? Alors que nous sommes attaqués dans tous les secteurs. Économiquement, nous sommes attaqués. Politiquement, nous sommes attaqués. Militairement, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués sur tous les fronts. Parce qu'en réalité, on ne veut pas notre stabilité. Et je pense que le président Idriss Déby le voyait et il le savait. Et il a dit, je ne veux pas que le désordre s'installe. Le désordre qui arrive là. Et il le savait. Il savait pourquoi il le disait. Parce que si le président Idriss Déby n'était pas là, avec son armée, Boko Haram aurait déjà ravagé. Que ce soit le Tchad, que ce soit le Niger, que ce soit le Nigeria, même que ce soit le Cameroun. Parce que l'armée la plus aguerrie dans le Sahel, c'est l'armée du Tchad. Et c'est pour ça que le président Déby lui-même était au front. La preuve en est, la dernière, la colère de Mboma, vous avez vu la réaction d'Idriss Déby. Lui-même allé au front jusqu'à chasser Boko Haram dans ses derniers retranchements. On est même allé secourir le Nigeria jusqu'à dans son propre territoire pour aller récupérer des bases militaires abandonnées par les militaires nigériens dans leur territoire. Donc, vous comprenez que on vient de perdre quelqu'un de très important. Et ce n'est pas un hasard. Il n'y a rien de hasard, Yam Timba, dans la vie. Rien. C'était bien planifié. On sait que si ce dernier bouclier... Bon, hier, on disait que bon, c'est notre homme. Quand je parle, c'est notre homme, je parle bien de la France. C'est lui qui va faire le sale boulot. Mais quand il disait, mais non, cette sous-région a besoin de stabilité. Parce que si j'accepte de continuer ou bien de faire ce que vous me demandez, même le Tchad sera en difficulté. Boko Haram, on a voulu que l'armée du Tchad n'entre pas en guerre contre Boko Haram. Mais quand la plupart, le corridor N'Djamena, Douala était bloqué au niveau de après Kousséré et tout le reste à cause des incursions de Boko Haram, le Tchad était obligé d'entrer en guerre parce que la vie devenait très chère en N'Djamena. Donc il faut cette alliance-là. Cette alliance devait être consolidée entre le Cameroun et le Tchad. Maintenant, le président Idriss Déby refuse. Et je crois que c'est là où sa mort est scellée. C'est le cas centrafricain. On dit, bon, on a réussi la première fois à chasser d'abord Patassé, en faisant venir Bozizé. Bozizé s'est retrouvé fou comme il est, avec ses orgies et tout, sa magie qu'il pratiquait et tout. Il est devenu fou et il a voulu être désobéissant envers la France. La France a dit, mais c'est nous qui t'avons installé au pouvoir. On a monté un certain Dioto Dia qui l'a chassé du pouvoir. Après ça, avec l'aide du maréchal à cette période-là, parce qu'il fallait véritablement, parce que Bozizé était devenu vraiment fou. On l'a chassé, Dioto Dia est arrivé, et Dioto Dia aussi a été chassé aussi du pouvoir. En fait,
parce que Dr Dia voulait déjà présenter un autre visage devenu le chef soi-disant qui devait remplacer le maréchal dans la logique de sécurisation de la CEMAC. Il est parti. Maintenant, Bozizé, on lui dit, bon, ok, comme tu as échoué hier, il faut que tu reviennes. On lui dit, bon, ok, tu seras aidé par le Tchad. Et on appelle Idriss Déby, il faut que tu sois la base arrière des rebelles de M. François Bozizé. Il dit, mais non, je ne peux pas combattre le terrorisme, le désordre et les rébellions, et vous me demandez d'être celui qui encadre les rébellions. Non. L'armée du Tchad a été formée, est bien formée pour combattre le terrorisme, les rébellions et tout le reste. Vous ne pouvez pas me demander de loger. Voilà comment on le convoque en France. Et il ressort. Et ça, ce qu'on ne vous dit pas. Parce que les affaires de balles ou machin que vous entendez là. Le petit poison était à Paris. C'est à partir de Paris qu'on a commencé à l'assassiner. Après son audience avec Macron. Parce que monsieur le président Déby n'est pas rentré intact comme il est parti. Parce qu'il a dit clairement au palais de l'Élysée à M. Macron, je ne vais pas entrer dans cette guerre. Je ne vais pas accompagner Bozizé dans cette logique de déstabilisation de la Centrafrique. Parce que les services de renseignement russes avaient déjà prévenu que non, la situation ne sera pas facile en RCA. Ça ne sera plus du pain béni qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Parce que la situation devient très compliquée dans la zone CEMA, parce que géopolitiquement, le contrôle du golfe de Guinée est sur la table. Ce n'est pas seulement les Américains qui veulent le golfe de Guinée, avec leurs sous-traitants français. Même les Russes veulent le contrôle du golfe de Guinée. On se pose la question même, qu'est-ce qu'il y a même dans le golfe de Guinée et surtout au Cameroun? Parce que toute cette logique-là, parce que la Russie sait que si elle prend le contrôle de la RCA, c'est facile d'entrer au Cameroun, d'avoir une position au Cameroun. C'est facile d'avoir une entrée au Nigeria et tout le reste. Donc, c'était en fait, il toquait à la porte de l'Afrique centrale en passant par la Russie. Je parle bien de la Russie. En toquant à la porte de la Centrafrique, en aidant la Centrafrique à se stabiliser. Donc, quand Idriss Déby ne coopère pas avec cette rébellion, c'est là où son sort est scellé. Et il rentre de là très courroucé. Et il commence même déjà à faire ses adieux. Ah oui, dès qu'il est sorti de ce palais, il a commencé à faire ses adieux. Vous vous rappelez, on a fait une émission très importante ici sur Thomas Sankara, oui, après son discours à l'Union africaine. Voilà pourquoi je vous ai placé cet élément, hein, pour vous faire comprendre justement qu'il avait pour intention de mourir au front. Donc, il savait déjà qu'avec cette prise de position, c'est scellé. Et l'habitude, et la France qui ne change pas ses habitudes. Parce que elle ne sait que voler, elle ne sait que violer, elle ne sait que tuer. En réalité, cette France a scellé le sort de Idriss Déby. Il fallait juste trouver le bon milieu, l'occasion idoine pour que cela soit réalisé. Et c'est ce qui s'est fait avec cette rébellion, fausse rébellion. Parce que vous voyez, c'est mal préparé. Si vous voyez les images... On les appelle les FACT. Quand vous regardez ces jeunes... Oui. C'est comme si on a allumé le feu dans un champ de banga. Et tous se sont drogués et tous sont... Mais vous voyez, c'est comme des malades mentaux. C'est des gens qui ont fait des 6 mois sans se laver. 6 mois, mal nourris. Quand vous les regardez, vous comprenez que c'est des gens qui n'étaient pas dans de bonnes conditions. Parce que quand une rébellion est préparée, quand même, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Ou bien quand il y a une formation militaire, ou bien des choses. Vous comprenez qu'en réalité, on est allé faire sortir des prisonniers en Libye. Une quantité de prisonniers, parce que quand vous regardez le faciès de tous ces jeunes-là, vous allez retrouver des jeunes sénégalais, soudanais, tchadiens et tout. En fait, tous ces candidats à l'immigration qui ont été stoppés au niveau de la Libye et après la guerre, les bombardements de la Libye. Donc, aujourd'hui, nous pleurons, mais nous savons que le sacrifice suprême de Idriss Déby pour l'enjeu géopolitique de notre sous-région ne peut pas aller en vain. Nous savons que c'est une semence qui doit produire. Et ça, nous avons un combat à continuer à mener. C'est contre la France. Et cette France a organisé ce coup d'État, ce crime, de manière subtile. Alors que nous, les Africains, nous, on est là, on se félicite. D'autres disent même que non, c'était une dictature, il fallait faire tomber la dictature.
Bon, ok. On a tué Kennedy. Il était aussi dictateur. Kennedy aux États-Unis, il n'avait que quelques... Abraham Lincoln et tous les autres. Lincoln et tout le reste, ils étaient aussi des dictateurs, ils avaient aussi duré au pouvoir. Parce que voilà l'élément des soi-disant Africains. Oh non, il avait déjà 30 ans au pouvoir. Oh non, c'était une dictature. Ah bon? Bon, ceux qu'on a alors tués au pouvoir, qui n'avaient que 2 ans ou 3 ans ou 4 ans de mandat, c'était aussi des dictateurs. Qui étaient des grands démocrates. Vraiment. Voilà des questions, voilà les Africains. Donc, dans des débats, et c'est ce que RFI va nous pomper en journée, en longueur de journée, France 24 et tout le reste. Et ils continuent dans le même scénario tous les jours. Parce que quand nous regardons l'événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on disait non, Nicolas Sarkozy à France 24 et RFI. Je donne 24 heures au président Laurent Koudou-Gbagbo de libérer le pouvoir. On a l'impression que personne n'avait jamais vu ce genre d'image. Mais... et que les Africains, jusqu'à preuve de contraire, ne sont pas encore conscients. Mais ils ne sont pas conscients, les Africains. C'est pour ça que nous sommes sur vos plateaux, pour vous dire aux Africains que, mais réveillez-vous, vous dormez. Vous voyez la situation en train de s'enfoncer. Ou bien, la France a pris l'agenda de Macron. C'est qu'il faut que tous ces présidents-là soient chassés et qu'ils prennent le contrôle de la sous-région. Il installe ce qu'il veut dans cette sous-région. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, si nous ne levons pas contre ce Macron, mais nous serons détruits. Nous allons tomber. Nous serons détruits et on va prendre le contrôle de nos États. Et d'ailleurs même, le Cameroun est le plus visé dans tout ça. Très bien visé dans tout ça et dans le viseur de la France, il faut préciser. Donc si un seul instant, parce que tout le parallèle là, vous voyez, on cherche les portes d'entrée. On a cherché en Centrafrique, ce n'est pas arrivé. Parce que vous savez qu'on a créé un mouvement rebelle en Centrafrique, un mouvement de libération du Cameroun. Le CNC. En Centrafrique, pour essayer de pénétrer le Cameroun. Ça n'a pas marché. Boko Haram, ça n'a pas marché. Nord-Ouest, Sud-Ouest, ça n'a pas marché. Du côté de l'Est du Cameroun, on parle du MRC. C'est pas si c'est le MRC ici. Vous voyez que tous les éléments, c'est tellement sérieux que... Mais des Camerounais sont là, ils rêvent. Voilà, on vient de briser un bras fort du président de la République parce qu'il faut se le dire clairement, Idriss Déby et le président Paul Biya. Malgré qu'il y avait des petites difficultés, mais ils arrivaient toujours à s'entendre. Ils arrivaient toujours à s'entendre. Et militairement, on avait un soutien puissant du Tchad. Maintenant, c'était un allié du Tchad. D'ailleurs, il faut préciser par ailleurs que le président camerounais a perdu un grand allié dans la guerre contre Boko Haram et surtout dans l'infiltration même par, il faut le dire comme ça, certains agents secrets français dans le territoire camerounais. Dans le communiqué du président, il a dit. Il l'a dit, clairement. Messieurs, avant de vous revenir à vous, je veux, avec la complicité de la réalisation, sans oublier justement que vous n'êtes pas seul sur ce plateau ce matin. Il y a le docteur Mbelek qui est également dans le studio, le docteur Mba également est là ce matin. Je vous ai dit que nous sommes ensemble jusqu'à 10 h ce matin. Nous parlerons justement de ce sujet qui nous intéresse avec nos invités. Avec la complicité de la réalisation, nous allons revenir sur cette vidéo où il faut préciser par ailleurs que Idriss Déby sentait sa mort prochaine. On va la revoir cette vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe. Il dit: je ne veux pas voir et participer à ce désordre. On regarde ensemble avant de passer la parole à Albert Anatola ici. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu... Et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Vous avez suivi, c'est moi Albert Anatola. Ici, on le sait pertinemment, tout le monde le dit. Le projet français, depuis il faut le dire comme ça, quelques années, est, il faut le dire comme ça, de mettre à feu et à sang la République centrafricaine avec le concours de Idriss Déby Itno. Mais ce dernier, il faut le préciser, a refusé catégoriquement ce projet de déstabilisation du pays. D'ailleurs, il précise que lui-même ne veut pas voir le désordre dans son propre pays. Il veut justement l'ordre dans son pays. Voilà pourquoi il ne déclare pas qu'il est courageux. Il ne déclare pas qu'il est fort, mais il a toujours été un militaire et il aimerait mieux mourir et que Dieu lui en préserve. Parce que si vous allez voir la continuité en tout cas de ses dires, il va dire que Dieu lui en préserve. Il préférait mourir, il faut le dire, dans le combat. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, disons qu'à la suite des brillantes interventions, n'est-ce pas, de mes copanélistes, je voudrais d'abord mettre sur la table des éléments factuels.
pour qu'on se comprenne très bien avant d'aller dans l'analyse. Oui. C'est ça le journaliste. Oui, c'est ce qui est important. Je voudrais un peu prendre l'histoire au milieu. L'histoire récente. Je ne sais pas si vous avez suivi les éléments de langage de M. Déby lors de la campagne électorale. Si vous avez suivi ces éléments de langage lors de la campagne électorale, Bravo. vous avez compris qu'il y a une rupture. Et ça, il a enfoncé le clou. Je voulais chasser Macron. Absolument. Parce que là, il n'était plus ce préfet, n'est-ce pas, d'un empire, non, pas d'un enclos colonial de Sine, plus c'est préfet d'un enclos colonial de Sine. Il a clairement marqué la rupture. Je vous invite à aller regarder justement les reportages sur sa campagne électorale. Les comprendre. Malheureusement, vous n'avez pas pensé à nous mettre ça en musique là. Deuxième chose. Deuxième élément factuel. Je vous ramène dans son interview qu'il a accordé, je crois, à TV5 pour ne pas... On va la revoir tout à l'heure, ne vous inquiétez surtout pas. Justement, il a indiqué qu'en 2006, il ne venait pas aux affaires. C'est la France qui lui a imposé de revenir aux affaires. Avec un constitutionnaliste qui est venu changer, il faut le dire, la loi fondamentale. Dépêcher un constitutionnaliste au Tchad pour venir violer la constitution tchadienne. C'est-à-dire les constitutions que Paris demande aux États africains, aux dirigeants africains de respecter. Troisième élément factuel. Nous avons tenu hier un débat ici portant sur un ouvrage qui a été commis par un journaliste français, mais c'est un Vincent Hugeux, pour ne pas le nommer, et qui a pour titre ces tyrans africains qui perpétuent le fait colonial. Et je vous ai dit que lorsque vous voyez un locoderme commettre un ouvrage dans un contexte marqué, n'est-ce pas, dans une élection présidentielle en perspective, c'est pas anodin. Et dans un contexte également où se tient le sommet France-Afrique en juillet prochain à Montpellier, c'est pas anodin. Dans un contexte où vous avez M. Macron qui a un projet, n'est-ce pas, de régénération, non, de renouvellement, voilà, de renouvellement générationnel et démocratique. Ce sont les termes de Macron. Lorsque vous êtes dans ce genre de casting, vous comprenez donc dans quel contexte M. Idriss Déby est assassiné. J'apprécie la titre parce qu'il s'agit justement d'un assassinat. Hier, je crois que nous étions ensemble, vous avez vu en quelques minutes, France 24 a changé l'orientation de ses informations. Lui, en quelques minutes. Nous étions ensemble. Ça veut dire qu'il y a un gros problème de manipulation de l'information. Quand j'ai dit cela, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, et relativement à l'émission que nous avons tenue hier, et parmi ces tyrans qui sont ces tyrans africains qui perpétuent le fait colonial, figuraient en bonne place. Figure en bonne place, pas figurer, parce que l'ouvrage est là, il existe. Figure en bonne place, parmi ces dictateurs, figure en bonne place, entre autres, Idriss Déby, Mbiangema, Mbazoko, de la Guinée équatoriale, Paul Biya, puisque nous sommes au niveau de l'Afrique centrale. Je veux faire grâce des autres dictateurs c'est des autres dirigeants du monde qui s'appellent également les dictateurs. Ce qui suppose donc que nous sommes dans un véritable projet de déstructuration et de déstabilisation du golfe de Guinée. Ça, il faut le dire. Et de ce point de vue, quand j'ai mis sur la table ces éléments factuels, je voudrais également ajouter deux autres éléments factuels parce que je suis journaliste. Merci. Je crois qu'il y a 48 heures, en tout cas, la semaine dernière, il y a 72 je crois, il y a un avion qui a atterri du côté de Khartoum au Soudan, provenant de Paris. Dans cet avion, il y avait un passager assez particulier qui est prévu pour être le successeur d'Idriss Déby. Ça, il faut le dire. Qui est prévu pour être le successeur d'Idriss Déby. Ça devrait quand même vous amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas du tout. Et vous avez tout à l'heure, Fang l'indiquait, vous avez des gens qui ont à peine les possibilités, les moyens de prendre 3 repas par jour, mais qui ont une attiérie pas possible. Qui leur a donné cette attiérie? C'est la grande interrogation. D'où vient cette attiérie? Qui coûte des milliards de dollars l'unité. Qui leur a doté de cette attiérie-là? Et il faut également ajouter, pour être fait compris dans les éléments factuels, que l'armée
tchadienne a été infiltrée. Ça, il faut le dire. Je suis journaliste. Depuis j'ai fait des recherches. J'ai questionné mes sources. Pour répondre donc justement à la question, parce que tout à l'heure, le président Banakani, il a peut-être il a pris les arguments en tant que politique. Mais moi, j'ai dit, et j'assume ce que j'ai dit, l'armée tchadienne, en tout cas la garde rapprochée d'Idriss Déby a été infiltrée. Il s'agit donc d'un assassinat si monsieur n'a pas été blessé au front. Et quand bien il allait au front, il était toujours dans un véhicule blindé. Et quand vous voyez la situation, j'ai vu certaines images, pas les images que tout le monde a. Il y a certaine image qui m'a été envoyée. Vous constatez que sa blessure est constitutive à une arme quand même lourde. Non, pas lourde, légère. C'est une arme de poing. Une arme de poing. J'ai vu cette une arme légère. Une arme de poing et tirée à bout portant. À bout portant. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, il ne faut pas qu'on manipule les faits. Il est clair que de manière radicale, Idriss Déby a dit non, je ne veux pas justement vivre ces désordres-là. Il ne peut pas combattre le désordre. Et vous me demandez d'être acteur du désordre dans mon espace de vie. En tout cas, dans la sous-région Afrique centrale. C'est ça qu'il s'agit. Maintenant, quand j'ai dévoilé ces éléments factuels, on va dans l'analyse. Dans l'univers, n'est-ce pas, de la criminologie, oui, à qui profite le crime? Je pense que nous avons tous la réponse. Maintenant, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Je pense que tout à l'heure, M. Banakani a eu la réponse. Oui. Mais c'est quoi le mobile du crime d'abord? Oui, parce que pour arriver à un crime, il faut un mobile. Le mobile, justement, c'est le contrôle général, le complot global, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale et surtout du Golfe de Guinée. Du Golfe de Guinée. De l'Afrique centrale et du Golfe de Guinée. D'une manière générale, parce que quand vous avez le Golfe de Guinée, vous avez l'Afrique centrale. Et il est question dans le projet, justement, de ce renouvellement générationnel démocratique, de faire tomber le régime de Yaoundé, de faire tomber le régime de Guinée équatoriale. Je voudrais quand même vous rappeler que... Et le Nigeria est visé parce que le Nigeria pourrait être la 5e puissance mondiale. Il ne faut pas également oublier de le dire, Albert Anatola, ici. Non, j'y arrive. Vous me coupez l'herbe sur le pied. Au même moment, à la même période que vous avez des explosions du côté de Guinée équatoriale, c'est-à-dire consécutives à un incendie dans la soute des munitions, 2 ou 3 jours après, vous avez la soute de munitions du génie militaire qui a failli prendre feu. Oui. Et ça, beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Ça, il a fallu justement la bravoure de ces militaires pour éviter le drame. Et vous pouvez imaginer que si ça prend feu là, c'est toute la ville de Dola qui sera justement fait ça. Il faut donc qu'on se comprenne. J'apprécie le fait que les frontières aient été fermées, mais il faut quand même se dire les choses. C'est un coup d'État. Ils n'ont pas peur des mots. C'est un coup d'État parce que je voudrais bien apprécier le fait que l'armée tchadienne a repris rapidement la main, mais c'est un coup d'État déguisé, un assassinat politique. C'est un coup d'État. Je suis quand même étonné de constater que Paris, pour une fois, nous a... comment dirais-je? Que pour une fois, il nous a épargné son blablabla en condamnant ce coup d'État-là, parce qu'il sait pertinemment qu'il ne s'agit pas... le magistrat n'est pas mort au front, ils le savent. Mais ils sont tués, Paris, et les dirigeants parisiens sont tués. L'hypocrisie. Ils sont tués parce qu'il y a une violation comme la Constitution. Parce que il est question que, après, n'est-ce pas, le décès ou l'indisponibilité définitive ou temporaire du chef d'État, vous avez le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim pour organiser les élections. Ça n'a pas été le cas. Au Tchad, pourquoi? Pourquoi est-ce que pour ce cas, ils ont accepté que les institutions, l'ordre institutionnel soit violé? Qu'on suspende la Constitution, qu'on dissolve le gouvernement et l'Assemblée nationale. Paris n'a rien dit. Vous avez pris tout à l'heure les éléments de langage de M. Macron. Je vais ajouter 2 autres. Où il intime carrément aux autorités, nouvelles autorités de la transition tchadienne, qu'il faut qu'il y ait une transition très limitée. Très limitée et qu'ils organisent rapidement les élections. Ce sont des injonctions qu'il lui lance. Et vous entendez, les gens vous disent qu'ils ne s'ingèrent pas dans les affaires des autres. Il y a quand même un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est clair que les Africains,
Vous comprenez? Il est important que les Africains, chacun où il se trouve, soit le gardien de notre territoire. Et non le conspirateur. Ça, c'est important. Et ils sont nombreux, les conspirateurs. J'allais vous le dire. Très nombreux. Très, très nombreux, les conspirateurs. Même parmi les hommes des médias, il y en a. Ils sont nombreux. Soit ils sont conspirateurs par ignorance, par complaisance, ou parce qu'ils ont faim. Mais dans tous les cas, il faut les traquer, ces conspirateurs. Parce que quand vous perdez des icônes, c'est un homme, M. Déby, il a commis des erreurs, il a commis des fautes, tout le monde, il n'était pas obligé d'être aimé par tout le monde. Mais sur le plan géostratégique et géopolitique, la perte de cet homme, c'est important, tant pour l'Afrique que pour la sous-région Afrique centrale. Tant pour l'Afrique que pour la zone Afrique centrale. Merci pour cette analyse, Albert Anatola. Ici, messieurs, avant de repasser la parole au président Badakani, je vais vous permettre de regarder justement cet autre élément où Idriss Déby nous faisait comprendre que, en 2002, comme il avait promis d'ailleurs aux Tchadiens, il voulait quitter le pouvoir, mais mal lui en a pris. Eh bien, la France lui a envoyé un constitutionnaliste pour venir changer la constitution et surtout la loi fondamentale. Seulement, depuis hier, Emmanuel Macron, et sans oublier tous les Français, il faut le dire comme ça, l'État français, ne souligne même pas le détail que la loi fondamentale du côté du Tchad a été bafouée. Regardons ensemble. Avec la réalisation, on va voir justement cet élément où, il faut le dire comme ça, le président Idriss Déby nous parlait justement devant les journalistes français. Il précisait par ailleurs haut et fort que lui, depuis 2006, il devait quitter le pouvoir. Il précisait d'ailleurs savoir que il n'a pas vécu sa jeunesse, il est arrivé au pouvoir très jeune, il a passé son temps dans la guerre et finalement, lui qui voulait quitter le pouvoir en 2006, on l'a obligé avec la France, en lui envoyant un constitutionnaliste pour changer la constitution. Mais il faut préciser, messieurs, que depuis hier, on ne parle même pas encore de cela du côté de la France. Pourtant, cette loi fondamentale a été bafouée. On regarde ensemble. Président Badakani, je vais me tourner vers vous ce matin. Vous avez suivi là les propos de Idriss Déby Itno et précisément, il faut préciser que ces propos datent de 2018-2019. Quand Déby veut donc quitter le pouvoir en 2006, la guerre va éclater dans son pays. Il faut également le préciser. Dès qu'il pense à quitter le pouvoir, tout de suite, la guerre éclate. Et il nous dit dans cet élément que c'est la France qui fait, c'est la France qui critique, c'est la France qui joue justement les personnes qui viennent changer la constitution. Et Idriss Déby nous dit clairement que le constitutionnaliste qui est venu justement en N'Djamena, il ne connaît même pas son nom. Il ne l'a jamais vu. Mon cher Gosse, ce n'est pas ce que le président Déby dit qu'il y a un problème. Parce que ceux qui sont honnêtes et qui travaillent le savent depuis. Oui. Le problème, c'est que malgré tout ça, vous avez des Africains qui continuent à nier la vérité. Donc on arrive à un niveau où on ne peut plus justifier ça par l'ignorance. Parce que vous essayez tout de nuancer que non, c'est pas ignorance. Non, 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 il n'y a pas d'ignorance. C'est pas l'ignorance. Il faut désormais admettre, pour ceux qui tardaient à le faire, nous on a compris ça depuis, nous qui sommes des vieux lutteurs, on a compris ça depuis, il faut admettre que vous avez beaucoup d'Africains qui congénitalement, je parle français, travaillent contre le continent africain. Si on continue à nier cette réalité, bon, c'est comme faire la politique de l'autruche, et on ne pourra bâtir aucune stratégie sérieuse. Je ne dis pas d'aller les assassiner, non. Je dis qu'il faut intégrer ça dans toute stratégie politique et géopolitique, le fait que ce continent, peut-être sur son malheur, a ses fils, je dis bien qui, congénitalement travaillent contre lui. C'est ça. Parce que malgré tout ça, vous avez tous les gens qui vont vous mettre en avant que c'est la dictature, que les Africains sont dirigés par les dictateurs. C'est de cela qu'il s'agit. Tout à l'heure, moi, je vais insister sur ce mot dictateur. Allez-y. Parce que si on est détruit par ce mot-là, on ne va pas respirer en Afrique. Ce mot-là, ce fétiche, cette amulette, ce fétiche que la France et les Occidentaux ont créé et qui met le feu partout en Afrique dès qu'on le sort. Et il faudra réfléchir, Dr Yam. Et c'est une réflexion anthropologique sérieuse qui a mené. Pourquoi le mot dictateur excite les Africains et les met en extase satanique. Mettez-moi l'expression. Et les met en extase satanique. Il faudrait qu'on explique ça. Pourquoi le mot? C'est un mot, hein? C'est un mot.
Dictature, démocratie, qui rend les Africains fous. Despote. Oui, qui rend les Africains fous. Non, despote encore. Ils n'aiment pas le mot despote parce que despote. Hier, c'était le mot tyran. Adrelant très positif chose dans leur histoire. Despotisme éclairé. Donc ils n'aiment pas ça. Même le mot dictature, bon, ils n'ont pas le choix parce que la connotation qu'ils ont donnée, parce qu'on connaît le dictateur romain dans l'histoire, le dictateur romain était une figure institutionnelle dans le jeu politique romain qui avait le désordre. Il venait, il mettait l'ordre et il partait. C'était un héros. Mais ils ont changé le contenu. Voilà. Ils l'ont satanisé. Ils ont mis un démon à l'intérieur qui possède les Africains. Et c'est là qu'il s'est dit. Et dès qu'on active comme ça, vous voyez les foules se mettent en mouvement, des gens détruisent leur pays et défendent n'importe quoi sur le plan politique et sur le plan idéologique. Tout à l'heure, le journaliste ici m'a beaucoup plu parce qu'il a fait vraiment un travail journalistique. Oui. Sauf, je demanderais d'être prudent sur les images qu'il y a sur Internet. Je recommande la prudence. Faites très attention parce que les services. Elles sont nombreuses, ces images qui sont tellement fausses, qui sont fausses. Voilà. Vous avez bien fait de faire le thème en parlant des services secrets français. Oui. Ils sont à l'œuvre, pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils multiplient les images sur les réseaux sociaux et ne vous inquiétez surtout pas. La bataille de l'opinion, la France est en train de la perdre encore. Ils sont inondés également dans notre page Facebook. Ils savent que les Africains sont conscients que c'est la France qui a tué Déby. Ils le savent. Que ça va encore renforcer le sentiment anti-français. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle les opérations psychologiques dans la guerre. Il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Bon, vous savez, moi je ne veux pas... Non, il n'y en a pas. Nous ne les détestons pas. Non, je vais te dire pourquoi j'assume ce mot. Nous, tout ce qu'on demande, c'est d'être libre. Je vais te dire pourquoi j'assume ce mot. Je sais pourquoi tu précises, mais je vais te dire pourquoi j'assume ce mot. Parce que les Français même savent que nous ne sommes pas des anti-français. L'État français le sait, mais il fait croire qu'on est anti-français. Et bien moi j'assume ça. C'est ça la démarche. Comme ils font croire exprès qu'on est anti-français, moi j'assume. Parce que j'ai le droit d'être anti-français. J'ai le droit. Les Français étaient anti-illyriens, non? Bien sûr. Mais je dis que j'ai le droit. Pourquoi il faut à tout prix aimer la France? Pourquoi? C'est une malédiction? Non, non. Pourquoi j'ai seulement le choix entre aimer les Français et pas les détester? Pas du tout. Non, non, je te comprends. Tu me permets de clarifier l'ensemble des choses. Okay. Oui, non, on se connaît, je te comprends. Mais tu sais très bien qu'il n'y a aucun anti-français ici. Mais pourquoi on passera notre vie à s'expliquer devant des petits Français? Pourquoi? Pourquoi on a passé notre vie à s'expliquer devant l'État français qu'on n'est pas anti-français, on aime les Français? Je ne suis pas dans ça. Pas les aimer. Je dis les aimer. Non, je n'aime même pas. Président, on ne se justifie pas. Oui. On ne porte pas leur langage. Ils ont le droit d'utiliser leurs expressions si ça leur plaît. Ça ne nous intéresse pas. Oui, mais c'est parce que toi, tu es un homme éclairé, tu es un grand homme que tu comprends. Mais dans la tête des gens, ils mettent ça. C'est vous qui dites souvent que ce sont des petits enfants. Comme l'a dit bon, d'accord. C'est des éléments de langage qu'ils utilisent pour leur opinion publique. Pour justifier les crimes des patriotes africains. Vous comprenez? Et on passe notre vie et c'est devient extrêmement compliqué. Moi, je le dis, si la France est une démocratie, bon, c'est trop le demander. C'est un État nazi. C'est un État nazi. Avec ses nazillons. Oui, c'est nazillons locaux. Donc, si l'État français était un peu démocratique, il comprendra que j'ai le droit de aimer la France. Bien sûr. C'est un crime. Non. Pourquoi on nous laisse seulement pour seul choix aimer la France? Je veux aimer les Français, pourquoi? Non. Ce sont femmes. Ce ne sont pas mes épouses. Ce sont pas... J'ai qu'une épouse que j'aime, que j'adore d'ailleurs. C'est pas grave. Le président Déby en avait qu'un. Merci Yann de mettre de l'humour. Je suis en train de dire que... J'étais en train de dire tout à l'heure, il a convoqué les éléments factuels très importants. Pas les facts, non, factuels. Pas les facts, la question de la tuerie lourde entre les mains des gens qui sont des locumens, des affamés, on voit bien que ce ne sont pas les gens normaux. Bien sûr. C'est très important. Ne passez pas dessus comme ça. Dites-moi comment des gens dont les armes sont... C'est-à-dire, quand vous les voyez... Là, ils dépassent même à portée. Mais, non, vous les gens, quand vous voyez un dessus à côté d'une voiture, il disparaît devant la voiture. Parce qu'il est tellement maigre. Il est tellement maigre et effrayant que tu comprends que... Il n'a rien à voir avec cet armement, avec cette voiture. Quand vous voyez un militaire professionnel dans un char, à côté d'un char, vous savez que celui-ci, il sait de quoi il parle. Même ce qu'il fait. Même quand vous voyez un vrai rebelle qui est à côté d'un char, d'une voiture de combat, vous savez quand même que bon, il a l'accoutumance de ce matériel. Oui. Mais ce qu'on a vu là, ben dis donc, ça n'a rien à voir. Ça veut donc dire quoi? Ce sont des couvertures. Ça veut dire que ces gens-là sont là juste pour les images, on va filmer, mais les vraies forces qui agissent sont derrière. Barkhane. Et c'est demandez à tous ceux qui font de la guerre militaire. Ça fonctionne comme ça. Sur des champs d'opération comme ce qu'il y a au désert,
comme ce champ de ça fonctionne toujours comme ça. Ils ont les missiles sol-air. Mais je vous dis que ça fonctionne comme ça. Vous voyez, donc c'est ça ce sont les services secrets français, les forces spéciales qui sont en train d'opérer. On met en avant, n'est-ce pas, ces figurants-là pour faire la diversion. Mais juste pour vous ajouter de votre en Côte d'Ivoire, vous avez vu, on a percé le tunnel qui reliait l'ambassade de France et le palais présidentiel. Les soldats, les snipers français ont arrêté le couple Laurent Gbagbo et leur ont remis à des idiots comme Ouattao. Tout à fait. Et ils viennent se bavaner que c'est la rébellion qui a fait le coup d'État. C'était juste pour ajouter le... Alors, je voudrais insister sur comment on a posé le truc. Maintenant, chacun voit ce qui se passe. Sur le plan géopolitique, on va encore approfondir ça. Dans le monde actuellement, peut-être les gens ne le savent pas, hein, l'épicentre qu'on a payé Moyen-Orient, qui a été depuis la Deuxième Guerre mondiale, l'épicentre géopolitique du monde, avec la carte maîtresse qu'on appelle Israël, cet épicentre est en train de s'épuiser. Si on a le temps de faire un débat, on peut parler de ça. Peut-être qu'on ne parle pas d'Israël, non? Oui. C'est interdit, parce qu'on va vous maudire. On dit que c'est le peuple élu de Dieu. Donc, si on a le temps, on parlera de cette affaire. Donc, ça s'épuise. C'est épuisé parce qu'on voit aujourd'hui dans les chancelleries, tout le monde sait que l'épicentre, cet épicentre géopolitique est en déclassement, il est vieux. Il faut dire aux Africains, aux Camerounais et aux Africains centraliens, que l'épicentre géopolitique mondial de l'heure, c'est le golfe de Guinée. Et ce golfe de Guinée a pour porte d'entrée le Cameroun. Il faut le dire. Et je vous assure, dans la géopolitique mondiale actuelle, la question du golfe de Guinée, je vous dis, le sort du monde dépend de cela. C'est une affaire, j'ai jamais dit tout à l'heure, de vie ou de mort. De vie ou de mort. C'est-à-dire que ce n'est pas négociable pour les illuminatistes. Mais ils perdront la bataille. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais... Ils l'ont déjà perdu. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais expliquer ça. Alors la stratégie est claire. Ce qu'on demande à M. Macron, s'il veut un deuxième mandat, et s'il ne veut pas être humilié, c'est-à-dire son fameux risque pénal, qui le traumatise un matin, midi, soir, c'est de s'assurer que 3 présidents vont disparaître, y compris physiquement. Un est tombé. Le prochain, c'est le président Biya. Et l'autre, c'est Obiang Mazogo. Il y a un quatrième qui est flou. Il y a un quatrième, c'est complexe, mais il est dans le mire. Touadéra. Ouais. Le président Touadéra de Centrafrique. La mauvaise nouvelle génération. Voilà. Je le dis haut et fort. Je le dis haut et fort. Monsieur Ngos. Ouais. Vous comprenez donc ce qu'on appelle le poste avancé tchadien, pourquoi c'était vital. Dans la stratégie des illuminatistes, des globalistes nazis, ils ont une technique, ils ont 2 techniques. La semaine dernière, on a travaillé ici sur le parc de Toronto. Vous oubliez? On n'a pas oublié. Vos émissions se suivent. Hein? Se suivent. Donc, dans leur stratégie, ils ont un truc qu'ils appellent l'assassinat du roi. C'est rituel, c'est politique. C'est-à-dire ils font des pratiques rituelles et après, ils pratiquent ça. Ils l'ont fait en Russie. Et c'est quoi? C'est-à-dire, quand on est dans un contexte géopolitique qui est stable, qui les échappe, qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent un chaos fondateur. Ils appellent ça le chaos fondateur. Ça commence par quoi? On tue le roi, c'est-à-dire quelqu'un d'important, une figure centrale. Quand on coupe sa tête, on désorganise la matrice qui était stable. Alors maintenant, quand on l'a désorganisé, on observe d'abord, on regarde la réaction des autres qui sont dans le viseur. Si dans leur réaction, ils n'ont pas compris, il y a effet boule de neige. Ils déclenchent la deuxième partie qui est effet boule de neige. C'est la seule scénario qu'on a actuellement avec la question, avec la mort de Déby. La sortie, quand la France dit que ce que tu as appelé injonction, non mais c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire, pour l'instant, ils vont même faire semblant d'être avec ce comité militaire transitoire. Ils vont même faire croire à l'opinion publique qu'ils sont avec eux. Pourquoi? Parce que le vrai scénario, c'est le gars qui est au Soudan, comme tu dis. Même si je ne prends pas à mon compte un certain discours qu'il y a sur Internet, où on va... Mais la France a un prochain scénario, celui-là qui est réel, qui est de s'assurer que oui, faites la transition. Mais c'est notre gars qu'on va placer à l'issue des élections dites démocratiques. Bien sûr. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'élément de langage du discours du chef, du gars, le porte-parole du comité de transition militaire. Quand à la fin, il dit
Les élections seront organisées démocratiquement, librement et avec transparence, mais dans l'esprit du sacrifice de M. Idriss Déby Itno. La précision n'est pas détail, il faut comprendre les mots. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, tu l'as bien dit, contrairement à ce que les gens pensent, la France a tué Déby, mais elle ne contrôle pas la situation. Et on a vu à France 24, avec en moins de quelques secondes, les éléments de langage ont changé entre Urgent, et c'est comme avant Urgent, comme vous le regardez France 24. Urgent, ils sont sûrs de quand ils mettent Urgent. Mais comme vous voyez, ils mettent Urgent. Après, Urgent est en correspondance avec ce qui est en haut, sur l'écran. Sur le synthé. Sur le synthé, merci, sur le synthé. Et en moins de 5 minutes, on change ce qu'il y a dans le synthé devant vous. Ça veut dire qu'il y a un problème, ils ne contrôlent pas la situation. C'est ça que nous avons demandé hier aux stratèges africains de récupérer rapidement ces communautés de transition militaire avant qu'ils ne soient phagocytés. Parce que pour l'instant, Paris va essayer de mettre le feu entre eux. C'est ça que Paris va essayer de faire. C'est en train d'être fait. Voilà. C'est en train d'être fait actuellement. Voilà. Y compris, il ne faut pas exclure l'assassinat même du fils de qui est là. Non, un jour, on ne blague pas. Hein. On te le dit froidement. Ils vont lui faire dire que où tu marches avec nous, on t'abat. Ça, c'est ce qu'on dit à des présidents. Parce que quand les gens ils insultent les présidents comme ils veulent, moi j'ai ri. Vous savez ce que c'est bien un président africain? Déby vient vous le dire. On vous a des gars qui vous disent que monsieur, voici le plan. Tu marches, ou tu ne marches pas. Tu marches, c'est bon. Tu marches, on t'assassine. Voilà les choix auxquels ces gars sont obligés de faire face à un moment donné. Donc, ça, c'est le scénario. Tout à l'heure, il m'a dit le plus important. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que l'on fasse notre rôle de dire aux gens que voilà l'enjeu qu'il y a là maintenant. Pour l'instant, ce comité militaire de transition, la France ne la contrôle pas encore. La contrôle pas. C'est pour ça que vous voyez les éléments. Le gars, c'est vrai, le Soudan est la base arrière pour le... Parce que les rebelles ont fait un communiqué. Hein. Ils ont dit qu'ils donnent quelques mois à l'autre de partir. Vous n'avez pas suivi ça? On a suivi. Ils ont dit que le combat continue, que lui là, on respecte que bon, le président est mort, nous respectons sa mémoire, on est en deuil. Quand après le deuil, tu pars. Donc, voilà le plan français, c'est ça la démarche française. Donc, tu pars. Quand on dit ça, la France est en train de dire au nouveau comité de transition militaire, venez, on négocie. Venez vous mettre sur notre botte. C'est ce qu'ils ont fait au Mali. Avec Bandao. Oui, même si là-bas, ce n'est pas encore terminé. Voilà, c'est pas encore terminé, mais c'est ce que ça doit tenter de faire avec le Mali. Ça permet de terminer avec la question du dictateur. Terminé donc. C'est pas possible. Ça dit que... Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire. Mais il faut l'affirmer haut et fort. Il n'y a aucun dictateur en Afrique. Depuis, je demande le débat ouvert, hein, avec vos prétendants intellectuels là qui viennent faire un débat. Il n'y a pas de dictateur en Afrique. Il faut arrêter ça. Il n'y en a pas. Il faut avoir le courage de leur dire. Deuxièmement, désormais, quand un blanc, quand les Occidentaux appellent quelqu'un, je n'aime pas ce mot, un blanc. Et le codien. Non, les Occidentaux. Quand ils appellent quelqu'un dictateur, il faut aimer cet homme-là. Directement sans réfléchir. C'est-à-dire que quand désormais ils appellent quelqu'un dictateur, aimez-le même sans réfléchir. Parce que quand ils désignent quelqu'un dictateur, ça veut simplement dire que le gars ne répond plus à leur plan. Le gars ne marche plus avec eux. Même s'il a été avec eux hier. C'est un code, ça veut dire. Il n'y a pas de dictateur en Afrique. Quand me fait un débat, me dit que non, c'est son dynastique au Tchad. Voilà les histoires d'Alain Foucault. Voilà vos gens. Vous avez oublié Yamsi également qui fait le rôle de Il y a le nom que je ne cite pas. Il a fait trop de noms, il y a le nom que je ne cite pas. J'ai cité Alain Foucault parce que c'est un journaliste qui a fait rêver à un moment donné. C'était très fait d'avoir, on disait, on a notre frère, entre guillemets, qui est haut placé là-bas, RFI. C'est ce que mes amis disaient à l'époque quand on était à l'école. Je leur conseille de ça. Vous comprenez? Mais non, il ne faut pas faire prononcer sur un plateau. C'est le fait trop d'honneur. Trop d'honneur. Donc le mot dictateur doit être liquidé sérieusement. Il n'est pas possible qu'il y ait au Tchad une institution dynastique. Pourquoi? Parce que ça serait supposé que le Tchad, c'est la maison familiale de Déby. Non, c'est faux. Or, nous savons très bien que jusqu'à présent, il y a quelqu'un qui refuse aux Français, aux Tchadiens, le droit de jouir de leur maison commune, la France. Et l'élément qui montre que ce que je dis est vrai, c'est la présence de Barkhane, qui est un État dans l'État. Au Tchad, interdit à tout Tchadien d'y mettre le pied, y compris le président tchadien. Alors dites-moi, M. Ngos, imaginez qu'en France, il y a une base militaire, je ne sais pas de quel pays africain, et qu'on interdise au président français, aux militaires français, tout ce que vous voulez, d'y mettre les pieds. La France sera encore un État souverain? Non. Et malgré ça, ici chez vous, les gens appellent vos États souverains, quand bien même il y a, à l'intérieur de cet État souverain, un pays étranger qui fait ce qu'il veut, qui a toute une portion du territoire qui lui appartient et qui fait ce qu'il veut dans cette portion du territoire sans que les dirigeants du pays hôte, n'est-ce pas, du pays, n'aient le droit d'y mettre l'œil. Merci beaucoup, Président Vadakani.
Docteur Yamtiba, on parlait justement de la division même au sein du Conseil militaire de transition. Depuis hier d'ailleurs, les médias mainstream sont en train de nous faire comprendre que, eh bien, c'est ce Conseil militaire de transition, il y a certains qui ne s'entendent pas avec justement Mahamat Idriss Déby, qui est justement le président d'exercice aujourd'hui. Il fallait s'y attendre. C'est une chose qui va de soi. Parce que... Diviser pour mieux régner finalement? Ça a toujours été le système? Ben, ça restera toujours le système des faibles. Au fond, c'est les faibles qui divisent pour mieux régner. Oui. Parce qu'il faut lire l'histoire. Hein. C'est clair. Il faut lire l'histoire. Les faibles divisent toujours pour mieux régner. Et ça permet d'expliquer ce qu'on appelle dictature. La dictature, quand on dit... Je vais arriver, ça va me permettre de mieux expliquer les divisions au sein du Conseil national de transition. Parce que d'ailleurs, il y en a qui ont commencé à dire que le fils Déby lui-même aurait été blessé. Mais heureusement qu'on l'a vu à la télé, donc vous avez vu tout ça. Mais c'est une guerre médiatique qui est extrêmement subtile. Il faut que les Africains sachent que, avant de revenir sur la dictature, tout ce qui s'est passé là, c'est ce qu'on appelle dans le langage des services secrets une black op. C'est une black operation. C'est-à-dire que c'est une opération sous couverture. C'est tout. Il y avait un objectif précis. Oui. Et, sauf à me dire que le maréchal Haftar, vous savez qu'il est soutenu par la France, que ce maréchal-là, donc via lui, puisqu'on dit que ces gars, c'est eux, ils combattaient contre lui ou pour lui. En fait, finalement, on ne sait même pas très bien d'où ils sortent. C'est la version. Oui, c'est ça la version qu'on veut nous faire avaler. C'est lui qui les a libérés. Voilà. Parce que maintenant, ils sont entendus avec sa Donc, ces gars-là, au fond, c'est la belle photo de Facebook. C'est tout. C'est la belle photo Facebook, la photo de couverture de la page Facebook. On vous montre des gars là, ils sont furieux, ils sont des Tchadiens nerveux. Et puis on va prendre monsieur, on ne sait pas très bien, il a été ministre des Finances, Premier ministre, on ne sait pas très bien de Déby, et puis il est leur coordonnateur politique. Donc on vous met des gars comme ça, et à la fin, c'est eux qui sont devant. Mais vous vous demandez quand même, comment se fait-il que le président qui n'était pas sur le front ait été blessé par des rebelles? Parce que après c'est eux qui disent les choses, hein. Nous on les écoute seulement. Un coup ils disent qu'il était au front, un coup ils disent qu'il n'y était pas, un coup... Bref, c'est pour ça que je vous ai dit, un jour nous saurons quand même finalement ce qui s'est passé. Alors, comment ces gars font-ils pour avoir des drones? Ils les pilotent et ils louent des espaces satellitaires, ils prennent tout cet argent où? Mais moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment des gars comme ça peuvent avoir des missiles solaires. Comment des gars comme ça peuvent avoir un tel déploiement, une telle quantité de matériel? Il y a quelqu'un qui a décidé d'une opération, qui l'a montée, qui l'a financée, qui est en train de la piloter. Et ce quelqu'un-là, qui vient de le faire, vise quelque chose. Et ce quelqu'un-là ne vise pas moins que de s'assurer que l'Afrique centrale reste entre ses mains. La RCA y échappe, parce qu'aujourd'hui, au fond, la RCA a échappé. Mais il y a une chose que les gens ont tendance à oublier. Techniquement, le Cameroun est en guerre contre la France. Non, mais c'est clair. Techniquement, le Cameroun est en guerre contre la France parce que nos armées s'affrontent à RCA. C'est clair. Techniquement, c'est ça. Techniquement, le Tchad était en guerre contre la France. RCA. Tout ce qui se passe, Boko Haram dans le Sahel. Techniquement, c'est ça. Techniquement, la France ne nous a pas battus en guerre. Non, pas du tout. Techniquement, nous n'avons pas été battus. Pas du tout. On vous comprend, hein, docteur Yamtiba. Ce qui veut dire que, techniquement encore, la France a intérêt à se calmer. Et elle a intérêt à se calmer parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut bien se rendre à l'évidence qu'aucun pays ne prendra plus jamais le contrôle, aucun pays étranger, aucun ancien colonisateur ne prendra plus le contrôle du golfe de Guinée. Parce que, dès hier, je crois qu'il y a eu un certain nombre de coups de fil, un certain nombre de concertations dans les états-majors de l'Afrique centrale. Ils ne sont pas dupes. Et je crois qu'il y a eu une concertation sérieuse entre le Cameroun et le Nigeria hier également. Encore que ça a commencé depuis samedi.
puisque les chefs d'État savaient très bien ce qui est en train de se passer. Je crois que dès samedi, il y a eu une concertation entre le Cameroun et le Nigeria. Et depuis le 4 décembre, hein. Pardon? Depuis le 4 décembre dernier. Non, ça c'est le cadre. Ah, c'est le cadre d'échange. Mais je parle d'une concertation de crise. Oui. Depuis samedi. Encore que, même pas seulement, dès que le président est rentré de Brazzaville et qu'il a décidé d'aller voir quand même de près, il y a eu une concertation entre lui et ses pairs, un certain nombre, le Nigeria, le Cameroun et la Guinée équatoriale au moins, mais surtout dans le mécanisme de la CEMAC, et il y a eu des concertations depuis au niveau de la CEAC. Je pense que l'Occident, de manière générale, s'attaque à quelque chose qui risque de provoquer sa conflagration. Les peuples de l'Occident ne vont certainement pas définitivement regarder ça en spectateur, parce que les peuples de l'Occident commencent à se rendre compte, tout à l'heure, c'est Mandakani qui parlait des procès, commencent à se rendre compte qu'il est temps d'arrêter cette élite-là qui essaye de l'écraser. Effet coronavirus. On a vu coronavirus, on a vu, tout ce qui se passe au niveau de l'organisation socio-économique. La perte continue des libertés en Occident au cours des 30 dernières années est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que dans l'histoire, on n'a jamais vu des peuples, on n'a jamais vu des acquis se dissoudre d'une façon aussi rapide et aussi importante. En France, il n'y a plus de liberté. Il y a presque plus de liberté dans cette... Et ça renvoie au livre, un livre qui a été publié dans les années 50 qui parlait de la démocratie, la dictature aura l'apparence de la démocratie. Tout à fait. Là, c'est une vraie dictature. Pourquoi? La dictature suppose que vous êtes un peuple libre. Alors quand vous avez des types qui viennent pérorer, dire qu'il y a des dictateurs en Afrique, vous avez des types des pays qui sont coloniaux, et vous venez dire qu'il y a une dictature. Mais je ne comprends pas de quoi les gens parlent. Ils prennent au moins 2 secondes pour réfléchir un peu. Vous êtes dans des pays qui sont systémiques, d'un point de vue systémique, des pays dominés. Comment est-ce qu'on organise une dictature dans un pays dominé? Dans un pays dominé, il n'y a pas de dictature, il y a simplement le fait que les larbins de l'ordre, comme les appelle quelqu'un, les larbins de l'ordre font leur boulot, c'est tout. Ça ne peut pas avoir une dictature. Mbembe vient te répondre ici. Prof, écoutez, hein, je respecte le premier Mbembe, mais le deuxième, bon, il est pitoyable. Je dis simplement que... Il n'y a pas du tout de dictature en Afrique, sauf pour des gens qui sont tellement obnubilés par le pouvoir qu'ils ne comprennent même pas, ils ne prennent pas la peine de regarder un peu autour d'eux. Donc aujourd'hui, on a commencé à entendre sur Internet, oui, mais le fils Déby lui-même aurait été blessé, qu'il y aurait eu des choses. Oh, vous savez. Non, ce n'est pas... La toile est inondée. Non, c'est pas le service secret français. Hein. Justement, ne l'oubliez jamais. Heureusement la toile est inondée du service secret français. C'est exactement cela. Il faut éviter. Même dans notre page Facebook, actuellement, c'est les Français qui sont en train de faire les commentaires. Lorsque vous avez inondé, lorsque vous avez monté une opération sous couverture comme celle-là, oui, la composante médiatique est l'une des plus importantes. Et votre chef de projet a toute une cellule de communication qui filtre tout ce qui est en relation avec ça. Et comme vous avez la capacité d'identifier ce qu'on appelle les mots-clés sur Internet, grâce à votre expertise technique et à votre introduction au niveau de tout ce qui est dispositif de ICANN, en réalité, vous suivez systématiquement tous les mots-clés. Et vous y répondez, c'est leur boulot. Il y a des gens qui sont là, ils ne font que ça. Donc, il y a à la fois des réponses il y a à la fois du travail de réponse à ce qui se dit, mais il y a également un travail de provocation. Et le travail de provocation, c'est par exemple, si on dit que le fils Déby est mort, comment les gens vont réagir? Donc vous testez l'opinion progressivement. En réalité, rien n'est gratuit. Tout est structuré et bien organisé. C'est pour ça que je dis... Puisque sa mort est prévue. Mais bien sûr, on prévoit sa mort déjà. On a déjà prévu qu'il est là pour un certain temps, parce qu'en réalité, bon, on fait comment? Et par la suite, il y a une chose qui est certaine. Soit il devient leur lèche-botte, mais même s'il le devenait, est-ce que tous les autres généraux sont d'accord? Il y a quand même les camarades... Il y a des gens là qui ont été avec Déby depuis 30 ans. Hein. C'est pas la blague. Ils ne sont pas forcément contents de voir leurs camarades d'armes tomber comme ça. Et de voir qu'ils tombent de cette façon-là, ce qui veut dire que leurs propres vies ne sont pas en danger. Et qu'ils voient très bien à quel niveau le fils de Déby est en danger, ce qui veut dire que leurs propres familles ne sont pas en sécurité. La conséquence, c'est que, au fond, aujourd'hui,
il n'y a pas mille choses. Le salut du Tchad n'est pas un problème tchadien. Je pense que le mécanisme de forces armées de la CEAC doit être déclenché. Et je pense que nos chefs d'État doivent faire tout ce qu'il faut, pour une fois. Parce que là, nous sommes à un moment critique. Si le Tchad est renversé définitivement, on nous crée un front nord. Et nous n'avons pas besoin de ce front nord, par lequel vont déferler les hordes qui viendront justement très facilement. Donc n'oubliez pas, la France et l'Europe de l'Ouest ont été libérés par la route Douala, Faya Largeau, Tobrouk. Messieurs, laissez-moi quelques instants, on va sortir, il y a deux invités qui doivent également s'asseoir. En quelques secondes, justement. Oui, vraiment. Ces routes-là sont symboliques. Douala, Faya Largeau, Fort Lamy, c'est une N'Djamena comme on l'appelait à l'époque. Tobrouk, c'est la Libye. Et puis on entre par Toulon. Mais vous voyez que le chemin retour peut se refaire. Et c'est ça qui est en train de se refaire. Exactement. On vous dit qu'ils sont venus de Libye. Oui. Comment? Ils viennent de N'Djamena. Faya Largeau, il y a une base militaire. Ils viennent à Fort Lamy qui est N'Djamena. Et de là, ils vont descendre pour arriver à Douala. Qu'est-ce qu'elle a? C'est Yaoundé. Et quand vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, à la Boe est à 2 pas. Donc, il faut que les Africains sachent que, à la limite, le CNT va se réunir, comment on va faire, comment c'est ça reste localisé, c'est important, mais ça reste localisé. C'est les instruments qu'il faut maîtriser pour être sûr. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique centrale, CEMAC, CEAC, même plus la CEAC, CEMAC, c'est la CEAC, et ça va être ça. Si on dit on ne prend pas les mécanismes CEMAC, on prend les mécanismes CEAC, vous allez voir que c'est une nouvelle dynamique, c'est une autre vision du monde et nous allons pouvoir reprendre les choses. Merci beaucoup, Dr Yamtima, d'avoir été avec nous ce matin. On va justement faire venir d'autres invités sur ce plateau ce matin. Mais avant de partir, je vais poser ma question justement à André Kisselfangard. Et Kisselfangard, finalement, la France est habituée à changer les constitutions africaines. Et d'ailleurs, parlant de changer les constitutions africaines, le projet était celui-là. Il ne faut quand même pas dire non. La constitution tchadienne prévoit justement qu'en cas de vacance du pouvoir, le président de l'Assemblée nationale devient le président par intérim. Là, ça ne les choque pas. Depuis hier, j'entends pas parler de cela. Je vous ai dit, on a un problème dans notre Afrique, les 3 F. Il faut que les Africains retiennent ça. Les 3 F sont la France, la franc-maçonnerie et le franc CFA. Tu es constant dans ça. Je dis les 3 F là. Et quand vous avez les 3 F, parce que quand vous allez retrouver, quand le président Déby dit « Je ne voulais plus être président », le grand maître de la loge de France dit « Mais non, on a encore nos intérêts à préserver, il faut que vous continuez à cotiser. Il faut que les membres, parce qu'en réalité, le constitutionnaliste qui est venu là, il est passé par où? Pour venir changer la constitution du Tchad sans que le président lui-même ne soit au commun. Ça passe toujours par la loge. Ça passe par la loge, non? Il a contacté quelques membres de la loge. Il dit, bon, ok, on fait comment? Et ils se sont arrangés et ils ont changé la constitution. Et on a dit, bon, tu peux continuer le boulevard. Voilà les problèmes que nous avons chez nous en Afrique. Donc, M. Atanga dit, au lieu de fermer les églises de réveil, ferme les loges sataniques. Ferme les loges. On n'aura plus de problème parce que des gens travaillent contre leur État parce qu'en réalité, ils prennent les ordres à Paris. Ils prennent les ordres où? Parce que ça, c'est la face visible, on va dire l'Élysée, mais c'est... Ils qui ne sont pas les églises, qui sont des associations philosophiques. Et qui commettent tant de dégâts comme ça. C'est pas la philo dedans. De grâce. Et voilà ça qui détruit nos pays. Donc, voilà la logique aujourd'hui. Et sachant que nous sommes sur la voie de la libération, nous sommes en train de nous libérer de ces 3 F. Parce que la France est déjà tombée, qu'on ne vous mente pas. La France est tombée, c'est fini là. C'est terminé. Et le cimetière de la France est au Cameroun, hein, parce qu'ils n'ont pas payé la dette coloniale. Ils peuvent tourner là. La dette coloniale n'a pas été payée. Ils vont la payer. Et la France libre, c'est né au Cameroun. C'est grâce au Cameroun. Mais c'est pour ça que je dis que la France libre est née au Cameroun. Et la France... Et la France... Le 27 août. Hein. Bien sûr. De la Chambre de commerce. On les attend le 27 août pour venir payer. 1940. 27 août 1940. Faut bien préciser. Donc nous pensons aujourd'hui que cette France-là, qui ne veut pas changer son disque dur,
Parce que Yves Le Drian est allé dans le bureau de Foka et il a sorti les anciennes méthodes de Foka et il a remis sur la table aujourd'hui pour éliminer, parce que c'est lui qui fait le premier communiqué. Il y a Foka, il y a Charles Pasqua, hein, c'est les deux chevaux de la même écurie. Hein. Exactement. Donc, c'est lui qui fait le communiqué, il dit que non, le CNT doit faire le moins de temps possible pour qu'il y ait une élection. Ah bon? Vous changez les constitutions et vous ne respectez pas les mêmes constitutions. Voilà la démocratie. Voilà la démocratie importée. C'est la même France qui dit non, il faut que le comité de transition militaire fasse les 18 mois comme ils ont dit. Et après ça... Non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit que les élections, la transition soit limitée. Limitée. Donc alors que c'est eux-mêmes qui ont changé la constitution du Tchad. Ça veut dire qu'ils rappellent encore leurs constitutionnalistes pour venir lire cette constitution et leur dire que c'est le président normalement de l'Assemblée qui devait prendre le pouvoir au Tchad. Vous comprenez que tout ce qui vient de Paris est un problème. D'abord, ils nous ont transformé tout le pays en friperie maintenant, la poubelle. Et nos frères camerounais sont contents d'ouvrir les poubelles là partout. Il faut les voir avec les brocants de partout. On nous remplit la poubelle partout. Et l'industrie locale est foutue. On n'a plus de menuisiers, on n'a plus de gens. Tout est importé maintenant dans la brocante. Amazon. C'est tout ce que nous voulons. Merci, monsieur. Permettez-moi de recevoir deux autres invités à l'issue terminée. Je conclue en disant que cette affaire, c'est aussi une affaire spirituelle. Parce qu'en réalité, fondamentalement spirituelle. Et le Cameroun que vous voyez, on ne recherche pas le Cameroun au hasard. Parce que pour avoir le contrôle du monde actuel, il faut avoir le contrôle du Cameroun. On se pose la question si le vrai paradis ne se trouvait pas au Cameroun. C'est pour ça qu'aller lire les Camerounais, la version de l'hymne national en version anglaise. Land of Promise. Land of Promise. Le char de Dieu s'y trouve, messieurs. Ah, merci, messieurs, d'avoir été là ce matin pour cette... Ce n'est pas nous. Cette autre édition de Dibier ce matin. Vous restez avec nous, hein, c'est pas encore terminé. On va faire venir deux autres invités. On va prendre justement le docteur Jean-Paul Mbelek et sans oublier le docteur Mba qui vont nous rejoindre justement sur ce plateau ce matin. Le travail continue, messieurs, le travail de conscientisation continue. Pendant ce temps, je vais me tourner vers vous, Albert Anatole Haïssi. C'est à la France aujourd'hui de demander au Conseil militaire de transition de mettre tout en œuvre pour organiser une élection au plus tôt. Je me demande bien, la France est devenue le Tchad? Mais c'est clair. Je pense que tout à l'heure, nous avons suivi dans le reportage les propos du défunt président Idriss Déby Itno, qui indiquait que c'est la France qui critique, mais c'est la France qui condamne, mais c'est la France qui dit ceci, qui dit cela. Ça veut dire qu'en réalité, se comporte sur le continent africain, notamment dans l'espace francophone, comme un maître dans son champ. C'est-à-dire, arrêtez, Paris considère l'espace francophone d'Afrique, des pays africains, comme un enclos colonial. Ou elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il appartient aux Africains de dire, merde, il faut arrêter tout ça. Moi, je pense que, vous savez, je ne peux pas laisser que mon bourreau m'attire tout le temps et vous me demandez de rester candide, non? De l'aimer. Non. De l'aimer. Non, je crois que là, c'est moi qui ai un problème. C'est-à-dire que mon bourreau, n'est-ce pas, il me torture, il me violente, il me tyrannise, et vous me demandez de rester candide sans réagir. C'est nous les Africains le problème. Mais pendant qu'on y est, justement, pendant que Paris venait changer, violer la constitution tchadienne, quelle a été la réaction des hommes politiques tchadiens? Ce matin, j'ai entendu certains pérorer sur... Tout à l'heure, j'ai entendu certains pérorer sur une radio que je ne vais pas citer ici. Mais attendez, ils disaient que c'était un dictateur, c'était pas la démocratie, n'importe quoi. Bon, moi, je pense que c'est nous le problème, en fait. Ce sont les Africains le... Sur la télévision nationale, l'armée tchadienne a également annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et du Parlement, ainsi qu'un couvre-feu et la fermeture des frontières. Un conseil militaire de transition a été formé et a promulgué une charte de transition. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.